Bonjour, donc nous on est Umeshu Lovers, on est un studio de développement de jeux vidéo et de développement visuel toulousain. Donc ça fait 4 ans qu'on existe. On a démarré avec juste les 2 fondateurs qui ont voulu faire un jeu en commun qui s'appelle Forest of Liars. Donc c'est pas celui qu'on présente aujourd'hui, ça c'est un autre projet. Et en fait, quand ils ont sorti le trailer de ce jeu-là, il y a eu beaucoup d'appréciation de la part du public. Du coup, ils ont décidé de lui donner plus d'envergure et de sortir un autre jeu en attendant, qui va être Danghost. Donc aujourd'hui, on présente Danghost. Ça a été développé sur Unity. C'est un jeu qui est un puzzle arcade avec des mécaniques de fighting game. Donc pour parler français, c'est un jeu un peu à la Tetris ou Puyo Puyo ou Magical Drop pour donner des références compréhensibles. Et dans l'ambiance, on est plus sur un Tricky Tower. Donc Tricky Tower, c'est un jeu qui est un couch game, un multijoueur avec beaucoup de couleurs, etc. Donc nous, on a vraiment cette identité forte visuelle avec beaucoup de couleurs, un style un peu à la Toriyama. Que ce soit dans le visuel mais aussi dans l'humour, parce qu'il y a un mode histoire où il y a beaucoup d'humour dedans, il y a toute une aventure un peu loufoque, des plot twists improbables, des personnages très caractériels. Donc tout ça c'est dans le studio qu'on a inventé. On a les concept artistes, les tech artistes et les devs qui travaillent main dans la main. Vraiment c'est une hiérarchie toute plate où chacun donne ses idées et ça vient construire le jeu comme ça. Et en fait le jeu on l'a construit à partir d'une idée assez simple. On a voulu créer une boucle de gameplay qui part de l'idée de manger quelque chose et d'associer des couleurs. Et du coup, on a créé Danghost à partir de ça. Ça a mis 1 mois pour trouver une boucle qui fonctionne. Et une fois que ça a fonctionné, on a trouvé de quoi l'habiller l'univers, un univers avec un lore construit, etc. Donc ça se passe sur l'île de la Loutre. Les petits fantômes, c'est des danghosts qui viennent embêter les villageois. Et les personnages principaux, Tatana, Cucupin, Tutut, Yefu, c'est des personnages qui veulent obtenir leur diplôme d'exorciste, mais qui font beaucoup de bêtises et du coup qui galèrent beaucoup à l'obtenir. Voilà. Dans l'équipe en tout, on est 18 personnes. On a une grosse équipe parce qu'en fait, on est un studio qui, pour l'instant, s'autofinance complètement grâce à la partie développement visuel. Donc ça, j'en ai un peu moins parlé. Mais en fait, la partie développement visuel, c'est en gros, on est prestataire de services pour des studios de jeux vidéo, des studios d'animation. Et on va leur faire du concept art, de la pré-production, donc toutes les idées un peu novatrices pour donner du peps au design de leur jeu, au design de leur film. Donc par exemple, on a travaillé sur Fae Farm, le jeu qui va sortir sur Nintendo par Phoenix Lab. Donc c'est un jeu où on a fait quelques backgrounds, on a fait quelques assets dans le jeu, etc. Mais c'est en extérieur du studio. Et pareil, on a travaillé sur des films d'animation, on travaille avec Netflix, Disney, etc. sur de la pré-production, sur des projets qui vont sortir peut-être dans 5 ans, on ne sait pas. Donc voilà, on est assez consulté par des clients internationaux sur cette partie-là. Notamment grâce à la notoriété de notre fondateur, enfin un des 2 fondateurs, qui s'appelle Sylvain Sarail. C'est un concept artiste qui est dans le métier depuis plus de 15 ans. Il a travaillé chez Rocksteady, il a travaillé dans beaucoup de gros studios et on continue notamment à travailler aujourd'hui avec eux sur plein de projets, etc. Voilà. Il va sortir normalement en février, si tout se passe bien. Il va sortir sur Steam. On espère Switch aussi. On vient de commander le build de développeur sur Switch. Donc si tout se passe bien, il sortira peut-être aussi sur Switch. On a le Steam Remote Play qui marche sur le jeu. Donc on peut tout à fait jouer à distance. Pour l'instant, il n'y a pas de mode en ligne. Ça risque de venir sur un 2e temps. Et en fait, le jeu, une fois qu'on l'aura sorti, on va pas du tout arrêter de travailler dessus. On va continuer à le patcher, on va continuer à ajouter des personnages additionnels. Pour l'instant, par exemple, le jeu, il contient 12 personnages jouables. Il a plus de 8 arcs narratifs. Donc il est vraiment fourni. Il y a un mode histoire assez long, environ 6 heures. Et il y a plein de différents modes. Il y a le mode versus, il y a le mode endless où c'est comme un Tetris où ça s'accélère jusqu'à ce que tu meurs. Il y a un mode énigme où tu as un certain nombre de pièces et il faut que tu enlèves toutes tes pièces sur ton tableau. Donc pareil, comme un Tetris où tu n'aurais que 2-3 pièces et il faut que tu trouves l'énigme. Et on a aussi les mini-jeux, etc. Donc on continue à ajouter du contenu qui sera soit disponible dès la sortie, et si on n'a pas réussi à tout mettre avant la sortie, ça arrivera en plus, etc. Et c'est sûr qu'au niveau des designs, on aura des personnages supplémentaires, des décors supplémentaires, etc.
On est l'entreprise Pixel, on existe depuis 2 ans. En fait, on a un tout petit studio, on est basé sur Bordeaux. L'entreprise en elle-même, on est 3. Et donc à côté, on a un character designer qui travaille avec nous, donc qui va s'occuper de tous les personnages du jeu, des animations, etc. Et ensuite, on travaille avec aussi un compositeur qui s'appelle Clément Belliot, qui est basé à Talence et qui a travaillé déjà sur des gros projets. On est au sein d'une coopérative qui s'appelle Coop Alpha. Notre premier projet qui s'appelle Hill Tower. C'est un peu un hybride de dungeon crawler, platformer et un peu d'éléments de Metroidvania. Là, on présente la première partie du jeu qui est en fait des niveaux qui se construisent aléatoirement. Et donc où le personnage, donc le joueur, va devoir lui construire en fait ses compétences. On va pouvoir débloquer des bonus, acheter des bonus, etc. Et ensuite, on aurait une deuxième partie du jeu qu'on n'a pas encore pour l'instant, qui est plus de l'exploration. On aura des combats de boss, etc. Donc, on a commencé l'écriture en 2020. Donc on a mis pas mal de temps, on travaille à côté sur d'autres projets. Le prototype, ça doit faire 1 an qu'on le développe à peu près. Là, on aimerait, d'ici l'année prochaine, faire un financement participatif. Et peut-être ouvrir une page Patreon aussi pour pouvoir recevoir un peu des dons des gens qui seraient intéressés en échange d'informations sur le jeu, des goodies, accès à un Discord. On a développé le jeu sur le moteur Unity. Et voilà, donc nous, c'est le moteur qui nous a semblé le meilleur, on va dire, le meilleur moteur pour développer ce type de jeu. Il est très utilisé par les indépendants et nous, on le connaissait déjà, on a fait nos études en bossant là-dessus, donc c'est ce qui nous semblait vraiment le meilleur moteur et il fait le taf, honnêtement. Moi c'est Lewis, Julien. et on va vous présenter Solis. Donc c'est le jeu développé par Nightfield, c'est notre entreprise du coup. Solis, c'est un jeu multijoueur du coup en 3v3 où le but ça va être de détruire la base de l'équipe ennemie. Donc pour ça le jeu il est basé sur 3 piliers. Tu as le combat FPS, la construction de base et les combats en vaisseau. Du coup en fait les joueurs doivent collecter des ressources, ils doivent les gérer correctement en fonction de ce que l'adversaire est en train de faire et il doit aller brain un peu son ennemi et gagner quoi, tout simplement. Tu récoltes les ressources par exemple avec les astéroïdes qui sont au milieu de la map, tu peux tirer sur les astéroïdes en vaisseau pour récupérer du silicone. Tu as une deuxième ressource aussi, c'est du métal. Tout ça du coup le silicone c'est pour les armes avancées, les équipements avancés. Tu as un shop à ta base où tu peux acheter des armes, de l'équipement comme des jetpacks, grappins, armure. Tu as des bâtiments de base, plus des trucs de défense, par exemple des tourelles, un shield, un dôme en gros pour ta base entière. Tu as plein d'objets de défense un peu, c'est un peu comme dans un tower défense en fait, comme il disait, des tourelles, tout ça. Et en fait il y a une vraie progression dans les objets que tu peux avoir. Par exemple tu commences la partie, tu vas avoir un pistolet qui est pas très puissant, un fusil à pompe, et au fur et à mesure tu vas avoir un fusil d'assaut, un sniper ou un vaisseau qui peut tirer plus rapidement. Enfin, en fait, la partie, elle évolue en fonction du temps. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est des parties d'environ 30 minutes, 1 heure. Donc c'est vraiment un condensé un peu des jeux de survie. Par exemple, il y a les jeux comme Rust ou DayZ où tu dois farmer pendant des jours pour avoir de l'action et puis tu as un risque de te faire tuer et du coup tu perds tout ton équipement. Là en fait on prend ça, on le met dans une partie d'1 heure et du coup les gens s'amusent plus rapidement parce que pas tout le monde a le temps de jouer à des jeux de survie. Les combats en vaisseau du coup, on a des dogfights assez stylés. Ouais. Là on a une nouvelle map qu'on est en train de designer, on n'a pas encore les textures et tout, mais en gros c'est une ville. Et du coup, tu peux faire des combats avec des courses, tu peux chase les ennemis entre les bâtiments. C'est vraiment sympa. Pour l'instant, du coup, le jeu il est toujours en développement. Early Access en playtest ouvert sur Steam. Là, on cherche un éditeur pour avoir des financements, compléter notre team au niveau artistique pour vraiment faire des persos, des modèles de l'environnement. On espère vendre des skins et avoir un business model free-to-play sur le long terme. Là, ça fait 1 an et demi à peu près qu'on est dessus. Après, à degré d'implication variable depuis le début. En gros, là maintenant, nous deux, on a la chance d'être à plein temps dessus. Mais à un moment, on avait le taf à côté et tout. Ça n'a pas toujours été full
full développement du jeu. On est 2 en permanence, mais on a des stagiaires qui viennent nous aider. Voilà. En gros, les stagiaires, ils nous aident surtout avec la partie artistique. Donc là, on voit les concept art et tout ça. Il y a pas mal de modèles 3D dans le jeu. C'est soit du placeholder, soit ce que les stagiaires ont fait. On est sur Unreal Engine du coup. Unreal Engine 4. C++. Du coup, C++ et Blueprint. Majoritairement du C++ pour le système d'inventaire, tout ce que tu peux pas vraiment faire en Blueprint. Genre t'as besoin de pointeurs, genre t'as besoin vraiment de fonctionnalités qui sont plutôt bas niveau dans le moteur, quoi. Pour l'optimisation, en fait, si tu fais tout en Blueprint, ça va être lent et du coup le C++ c'est beaucoup plus rapide. Donc vous pouvez télécharger le jeu sur Steam. Donc c'est en accès ouvert, gratuit. Voilà, nous on cherche toujours des gens qui peuvent nous donner des avis honnêtes sur le jeu. Voilà. Venez sur notre Discord. Il n'y a pas assez de joueurs encore pour faire des parties, spontanément quand tu rentres sur le jeu, il n'y a pas encore assez de joueurs, du coup on organise des parties régulièrement sur notre Discord. Ouais. Le lien est dans la description sur Steam. Je m'appelle Antoine Baudin-Marty, je suis Game Director pour le jeu vidéo Dice of Olympus, qui est un jeu à base de dés personnalisables. On aime bien dire que c'est un jeu un jeu de dice building. En fait, vous allez avoir 5 dés à 6 faces. Vous allez pouvoir mettre vos sorts dessus pour créer votre deck. Et ensuite, vous allez pouvoir vous battre soit en solo, soit en multijoueur avec votre deck et avec votre stratégie. Alors la version là qu'il y a sur le salon, elle a nécessité 1 an et demi de travail. Mais la première ligne du projet a été écrite en 2017. En fait, j'ai recommencé le jeu 2 fois. Mais là, voilà, c'est bon. Maintenant, j'arrête. Je garde cette version-là qui, du coup, a nécessité un petit peu plus d'1 an et demi de travail. Ouais. On est 2 full-time à travailler. Donc, il y a aussi mon collègue Nicolas Constanti. On a été aidé sur le chemin, du coup, depuis 5 ans par un ami qui s'appelle Thibaut de la Forest, notamment pour la musique. Et par Laura Reynaud aussi pour quelques illustrations. Pour le jeu. Donc par-ci par-là, on a eu quelques touches, mais nous à la base on est 2 développeurs, donc c'est compliqué de faire du graphisme et même de la musique et compagnie. C'est notre premier projet à but commercial qu'on va vendre sur Steam et pas juste un jeu de game jam. Donc voilà, c'est notre premier jeu de notre premier studio. On a utilisé Unity avec la spécialisation URP, du coup, Universal Render Pipeline, du coup. Et pas HDRP qui du coup se veut beaucoup plus joli. Nous on n'en avait pas besoin pour notre jeu, donc on utilise juste Unity avec URP. Notre jeu il va sortir en 2023, on a déjà une page Steam, donc si vous êtes intéressé vous pouvez le mettre en liste de souhaits, comme ça vous serez prévenu quand il sortira. Et voilà, merci. Moi je suis auto-entrepreneur depuis un peu plus de 2 ans. J'ai fait des études en Game Design and Creative Coding and Game Design que j'ai terminé l'année dernière et j'ai commencé un jeu pendant mes études, donc Game Pass Mania. C'est un jeu mobile gratuit qui sortira sur Play Store et sur iOS. Et donc c'est des petits puzzles 3D avec des niveaux courts et des petits robots qu'on doit amener jusqu'à les ascenseurs en leur indiquant le chemin sur des cases, en posant les flèches et en leur permettant de tourner pour leur montrer le bon chemin et qui se croisent pas entre eux, qui s'explosent pas. Donc voilà, ça va être des petites énigmes comme ça où il faut trouver la bonne solution. C'est un jeu que je développe seul depuis plus de 2 ans. J'ai eu un contrat de distribution pendant un peu plus d'1 an et donc j'ai une boîte qui m'a beaucoup aidé dans le but qu'on distribue le jeu ensemble, mais malheureusement avant que ça puisse se faire, ils ont décidé d'arrêter. Mais du coup ils m'ont quand même beaucoup aidé sur des choses comme la localisation, les consultants en game design, en direction artistique. J'ai eu des QA aussi qui ont pu m'aider sur le développement du jeu. Donc le jeu est à un stade très avancé, mais là je cherche des financements ou des entreprises qui peuvent m'aider pour boucler le jeu et pour avoir l'expertise et les bonnes personnes pour savoir publier le jeu correctement sur les plateformes. Dans le jeu il y a plus de 300 lignes de dialogue avec une petite histoire des personnages qui se parlent au début des niveaux et tout ça. Et donc là il y a quasiment 20 langues de traduction de ces textes qu'ils ont sous-traité à une autre entreprise qu'ils ont payé pour moi. Et du coup il y a tout ça dans le jeu. Donc là le jeu n'est pas encore disponible? Non.
Pour ce qui est de l'idée du jeu, à la base on était 2 au tout début, pendant vraiment pas très longtemps. Et l'autre personne avec qui j'étais du coup avait comme idée de jeu des bateaux qui rentrent dans un port et dont on doit dessiner la trajectoire pour qu'ils y aillent et qui ne devaient pas se collisionner entre eux. Et j'aimais vraiment pas le concept de devoir dessiner sur le téléphone, mais sinon j'aimais bien. Et j'ai joué à Qbert, c'est un jeu de Sony sur mobile avec des petites cases. Et du coup je me suis dit que mélanger le fait d'avoir des cases et de tracer des chemins, ça pouvait être sympa. Et du coup c'est comme ça qu'est né le concept du jeu Passmania, auquel on a rajouté plein de mécaniques, de nouvelles mécaniques un peu originales qui gravitent autour du concept de base. En ce moment et on est le studio Oneric Tales. C'est un studio basé à Paris qui est constitué de 8 personnes. C'est un petit studio qui s'est monté il n'y a pas si longtemps, en 2020, par 3 personnes qui sont potes et qui se sont dit vas-y on va faire du jeu vidéo et ils sortaient tous les 3 d'école de dev. Dans l'équipe, moi je fais la direction artistique. On a aussi Lou, Jade qui ont fait tous les décors du jeu. Par exemple cette image là c'est Jade qui l'a fait. Le logo aussi, enfin, on a des game artistes qui travaillent avec nous. On a Manon qui travaille sur les cinématiques avec moi. On a eu Samuel, là il est plus là, mais il a fait tous les FX du jeu, enfin les animations, des petits effets spéciaux. On a Lucas, qui est juste là, qui lui s'occupe de la prod. Donc tout ce qui est planning, contact, en fait il fait un peu tout, il fait le RH, il fait la com, c'est un peu l'homme à tout faire, il est trop fort. Après on a les devs, donc on a Grégoire il bosse pas à plein temps sur le jeu parce qu'il fait de la prestation aussi dans un autre studio, grâce à quoi on a des fonds pour pouvoir financer ce jeu. Et sinon il fait surtout le directeur technique, pardon. On a Baptiste qui fait, lui il est software engineer en français, j'ai un peu la flemme de retrouver ce que ça veut dire, mais en gros il s'est occupé, enfin il fait le site internet, tout ça. Il bosse pas beaucoup sur le jeu en fait parce que lui aussi il est sur la prestation. On a Mohamed qui s'occupe aussi de l'intégration dans le jeu, Alexandre. Et le dernier, le meilleur pour la fin, Marvin, qui s'occupe de tellement de choses que ça va être difficile, mais c'est surtout lui le fondateur du studio et le creative director. Il fait le level design, le game design. C'est un peu son idée de base, le jeu, même si après elle a été enrichie par les idées de tout le monde, la patte un peu de chacun. Au début ça a démarré, c'était censé être un petit puzzle game qui allait se jouer sur mobile. Donc c'est pour ça qu'on a une interface très... on a des dalles qu'on déplace. De base c'était censé être tactile. Donc on déplaçait les dalles avec son doigt et le pharaon devait aller jusqu'à la porte en courant quand on lançait play. Et là on a la même chose, mais on a eu du budget et du coup on s'est dit vas-y en fait on fait un truc pète sa mère, on met des cinématiques, on met des décors, on travaille avec un égyptologue pour faire un truc qui a vachement de cohérence. Donc on a travaillé avec Simon Thuot qui est docteur en égyptologie, qui a travaillé très spécifiquement sur Ramsès. Et nous en fait l'histoire qu'on raconte dans l'Égypte antique elle est assez basée sur l'existence de Ramsès. Il y en a plusieurs des Ramsès mais volontairement je vais pas vous dire lequel parce que sinon vous allez découvrir un peu le twist final de l'histoire. C'est un puzzle game où on résout des casse-têtes et entre-temps, des fois pour se poser, parce que ça fait un peu mal à la tête sinon, on a quelques cinématiques qui sont là pour raconter l'histoire, nous en dire un peu plus sur pourquoi. Parce qu'en fait au début de l'histoire, le pharaon meurt, mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé, enfin il meurt, on voit pas ce qui se passe, on sait juste qu'il est mort et il va traverser le livre des morts qui sont les fresques égyptienne qui raconte le trajet d'un défunt à travers les différentes étapes de l'au-delà. C'est développé sur Unity en C dièse, ouais, C dièse. Moi je m'en occupe pas alors j'ai un peu du mal à parler de ça, mais voilà. On est sur des mèches 3D où on applique des textures 2D d'illustrations qui ont été faites à la main. Ça c'est pour le jeu, et pour la partie cinématique c'est tout animé en frame par frame à la main, pareil.
Voilà, on est sur un truc très 2D, très indé, très artisanal, on va dire. Enfin, c'était la volonté de faire ça. C'est pas un documentaire, parce qu'on a des phases très fantastiques où on raconte des choses mythologiques, mais c'est toujours basé sur la mythologie des Égyptiens et on va pas chercher des choses complètement clichés ou rajouter des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Donc on a fait avec ce que eux ils avaient l'air d'imaginer dans leur tête sur l'au-delà. On a essayé de prendre ça et on s'est dit vas-y on va essayer de l'interpréter et d'en faire quelque chose. Le jeu devait être développé en 1 mois, c'était un petit challenge. Il s'est dit on va faire un jeu mobile en 1 mois, on va le sortir et grâce à ça on aura du financement pour faire des prochains jeux. Et en fait ils ont eu du budget grâce à de la presta pour d'autres studios et ils se sont dit bon, on va faire un truc mieux. Et à partir de là le projet a grandi et en faisant ça, on s'est posé les questions de la direction artistique. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on fait un truc bien, il faut être original. Si on fait un truc gros, il faut peut-être s'entourer de spécialistes comme l'égyptologue qu'on a contacté. Enfin, du coup, ça pose des questions de si on fait un truc plus gros, il faut aussi être cohérent dans ce qu'on fait. Et les gens, ils vont payer le jeu, ils n'ont pas envie d'avoir un jeu mobile. C'est sûr que c'est un peu plus dur de faire un jeu qui sort sur Switch, sur PC, sur mobile, sur iOS, que juste un jeu mobile. Enfin, ça demande plus de travail. On a essayé de faire le truc le plus accessible possible, comme c'est le premier jeu du studio. Le but, c'était vraiment de faire quelque chose accessible, tout le monde peut jouer. On a un mode daltonien qui est en train d'être programmé pour vraiment essayer de s'adapter à toutes les situations. Après, c'est difficile de pouvoir coller à tout le monde, mais on fait du max, on fait tout ce qu'on peut. Notre structure, c'est une association qu'on a créée avec Jean-Marc pour créer ce jeu-là. On est principalement 2 et en fait après c'est un projet familial, donc il y a tous nos potes, nos frères qu'on a ramenés dans la bataille pour s'éclater avec nous sur ce jeu-là. Kairos Light, c'est un jeu gratuit du coup qu'on a développé en asso. Kairos Light, c'est l'histoire de Edmond, un vieil homme en mode crise de la cinquantaine, pas ouf quoi, sa vie elle est pas géniale. Et t'as Kairos, grand mage super puissant qui va arriver et le renvoyer dans son passé. Donc toi tu pourras le jouer quand il est jeune. En fait tu vas pouvoir... c'est un point and click de simulation et de gestion. Donc de base t'as tes jauges d'énergie, de santé, de nourriture. T'as la monnaie du jeu qui est le pognon. Et à partir de ça, t'as tout un système de projets pour développer ta ville. De différentes manières qu'ils soient, une trentaine de personnages non joueurs avec lesquels tu vas pouvoir interagir, tout un tas de petits mini-jeux aussi, tout un tableau de compétences, des succès, etc. Et selon la manière dont tu vas jouer, tu vas avoir 7 fins différentes à la fin du jeu qui vont correspondre au futur que tu as créé pour notre cher Edmond. Nous, à la base, on ne vient pas du tout de ce milieu-là, donc moi, j'ai jamais appris à coder et JM a appris à dessiner juste pour le projet aussi. Et du coup, on a cherché à faire simple et efficace, donc on a utilisé un moteur de jeu qui s'appelle Construct 2 pour la première version du jeu, Construct 3 pour la deuxième, parce qu'on a fait un remake, qui était vachement pratique quand tu connais rien. Voilà, c'est du visual script, c'est vraiment du condition action, donc c'est génial pour apprendre quoi. Vu qu'on a tout développé, enfin tout appris au fur et à mesure, la première version du jeu, on a mis 2 ans et demi dessus, à plein temps. Mais du coup on apprenait au fur et à mesure, donc forcément c'est 3 fois plus long, voire 10 fois plus long. Et là du coup ces derniers mois on a décidé de faire un remake complet, puisque du coup entre temps on s'est professionnalisé, etc. Et là on a mis 5 mois, pas à temps plein mais du coup à 7. Donc voilà, je te donne des ordres d'idées. Du coup Kairos Light c'est un jeu gratuit, il est disponible sur Steam et sur mobile. Nous vraiment ce jeu en fait à la base on l'a fait pour se marrer et pour faire marrer les gens. Donc dedans c'est aussi un gros jeu d'humour où il y a toutes nos blagues, tous nos rêves, tous les trucs qui nous faisaient rire. Et du coup il fait rire les gens. Et du coup amusez-vous. Le seul et unique membre du studio Sword & Wands qui a sorti son premier jeu qui est donc Rugnar, un jeu de plateforme
dans l'obscurité, dans lequel il n'y a pas le moindre ennemi. Il y a par contre beaucoup de pièges qu'il va falloir éviter. Et ces pièges sont cachés par l'obscurité. Dans le jeu, le personnage a des bougies à sa disposition pour l'aider justement dans son parcours, pour l'éclairer aussi bien autour de lui que plus loin en les lançant. Tout se base autour de l'utilisation de la lumière et comme il a un stock limité, à lui de le gérer. Le jeu en lui-même, j'ai commencé à travailler dessus il y a 5 ans et demi, enfin 6 ans en fait, et le jeu est sorti il y a 3 mois, donc grosso modo 5 ans et demi à peu près de boulot pour sortir le jeu, sur PC et sur Switch. Quasiment tout est de moi. Par contre, j'ai quand même fait appel à des freelances pour certaines tâches que moi je pouvais pas faire, tout simplement parce que c'est rare d'avoir tous les talents. Dans mon cas, j'ai pas la possibilité de faire du pixel art aussi bien que certaines personnes. J'en fais un peu, mais pour toutes les animations, j'ai quand même dû prendre des freelances. Pareil pour tout ce qui concerne les décors du jeu, j'ai aussi fait appel à des personnes vraiment spécialisées parce qu'on est obligé de s'entourer de personnes pour réussir à faire un projet. Au niveau technique, le jeu est fait avec un moteur maison en utilisant le framework Monogame qui m'a permis d'avoir les fonctions de base pour tout ce qui concernait l'affichage, le son, etc. Mais tout ce qui concerne la physique, tout ce qui concerne les collisions, tout ce qui concerne le jeu en lui-même, c'est moi qui ai dû le développer. J'étais parti dans une optique de toute façon d'apprendre à développer un jeu, c'est mon premier jeu. Je ne savais pas comment ça marchait, je voulais comprendre comment marchait la création d'un jeu. Et pour moi, utiliser un moteur existant, ça m'aurait, je pense, gâché une partie du plaisir parce que des choses existaient déjà et j'aurais pas pu apprendre comment ça fonctionnait. Avoir un doubleur comme Palj dans le projet, ça m'a apporté énormément. Alors, je ne parle pas uniquement du fait que sa voix est extraordinaire, mais je parle du fait que à partir du moment où il a accepté de travailler avec moi, j'ai dû revoir beaucoup de choses dans mon jeu, parce que tous les textes que j'avais écrits, même s'ils étaient bons, ils ne me semblaient pas suffisamment bons pour être doublés par une personne de cette pointure. J'ai donc fait appel à un écrivain, un narrative designer qui est aussi écrivain, de manière à ce qu'il puisse apporter son univers, sa manière d'écrire les choses et qu'on puisse avoir des textes beaucoup plus clairs, beaucoup plus incisifs. Et ça a permis d'avoir vraiment une dimension au projet bien supérieure à ce que j'aurais pu avoir s'il n'était pas venu. Comme j'utilise le framework Monogame, Monogame a des outils sous licence Nintendo qui sont utilisables par les personnes qui ont l'accord de Nintendo. Dans mon cas, effectivement, j'ai eu l'accord de Nintendo, mon jeu a été accepté chez eux, j'ai pu avoir accès aux outils de Monogame. Maintenant, de mon côté, le moteur n'a pas eu besoin de modifications, enfin si, quelques-unes, mais des modifications simples. Il a fallu que je revoie mon système de sauvegarde, etc. Mais Monogame était suffisamment souple de par sa structure que j'ai pas eu de gros changements à faire. Une chose que je pourrais ajouter, c'est que faire un jeu seul, c'est à la fois quelque chose de cool, parce qu'on se dit, voilà, on porte le projet à bout de bras, on sort le jeu, mais s'entourer de personnes, c'est quand même l'idéal, parce qu'au moins on peut confronter les idées, et ça, c'est des choses qui m'ont manqué au début. Il a fallu que j'attende beaucoup de temps pour rencontrer des bonnes personnes, pour pouvoir échanger, et sans ces personnes-là, je pense que le jeu aurait été bien, mais peut-être moins qu'il ne l'est maintenant.